Nous reparlons du sommet de Paris qui était consacré il y a quelques jours à la relance économique en Afrique, post-Covid, après le Covid. C'est un sommet qui a regroupé autour du chef de l'État français, Emmanuel Macron, des chefs d'État d'Afrique, le président en exercice de l'Union africaine. On a vu également bien d'autres chefs d'État, le directeur du Fonds monétaire international. Nous en reparlons peut-être pour revenir sur l'enjeu même de ce sommet. Et nous avons la possibilité d'échanger avec un expert. Il s'agit bien de Eric Elundu Nga. Il est expert économiste, finance et banque. Il est davantage coordonnateur du club entreprise, finance et société à l'intérieur du think tank CEDES. Merci de nous accueillir. Vous avez d'ailleurs publié une tribune sur l'enjeu de ce sommet. C'est ce qui nous a intéressés. Alors, des assises comme celle-là, où on réfléchit sur l'économie africaine, ça se tient à Paris. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on n'est pas dans la vieille France-Afrique ou Afrique-France comme on voulait? C'est pas ça? Alors, déjà, on peut le justifier simplement parce que c'est une initiative de la France. Le président Macron a décidé d'organiser ce sommet pour 1001 raisons qui concernent principalement la France. Et dans ce sens-là, concernant l'Afrique spécifiquement, nous sommes dans une sorte de virage actuellement où la France a besoin de réaffirmer son influence sur le continent. Je pense qu'il faut saluer la sagesse des dirigeants africains qui se sont répartis un peu les rôles, parce qu'il faut bien étudier les profils des dirigeants africains qui sont partis à Paris. On va bien voir que concernant les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., vous avez une relation qui reste encore beaucoup marquée par la période post-coloniale et avec une influence de la France très forte. À côté d'eux, vous avez le président du Rwanda, par exemple, Paul Kagame. Vous avez le président en exercice de l'Union africaine, Tshisekedi, qui ont également fait le déplacement. Vous avez le président de l'Afrique du Sud qui a fait le déplacement. Et ceux-là sont porteurs d'une nouvelle vision de l'Afrique qui défend plutôt la transformation structurelle en termes de modèle économique. Donc, vous avez là deux visions qui se confrontent à l'intérieur même du continent. Et c'était important que ces deux groupes puissent représenter le continent dans un espace comme celui-là. Maintenant, pourquoi Paris? Pourquoi le président du Cameroun, qui est en même temps président en exercice de la zone CEMAC, n'y est pas allé? C'est la grande question, hein? C'est ce qui s'est dit dans la presse surtout. Alors, c'est ce qui se dit dans la presse et c'est fondé qu'on puisse le dire parce que à partir du moment où on parle de relance économique de l'Afrique, c'est clair que si on regarde les différentes zones, dans la zone de l'Afrique centrale, le Cameroun est quand même le pays leader. À plus de 50%, il représente le poids économique, même le poids financier et monétaire de la zone. Et donc, il est raisonnable qu'on puisse s'interroger sur l'absence du président de la République du Cameroun dans un sommet comme celui-là. Mais en même temps, ça dénote de la distance que les présidents africains commencent à prendre par rapport à de tels événements et ça démontre en même temps la prise de conscience de ces dirigeants-là du ressenti des populations. Au centre de la relance économique en Afrique post-Covid, il y a eu ces droits de tirage spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte aux économies africaines? De façon schématique, lorsque vous êtes un pays comme le Cameroun par exemple et que vous importez pratiquement 60 à 70% de ce que vous consommez de façon régulière, vous devez payer ces produits et services en la monnaie des pays qui les produisent. Ça veut dire que si vous importez de l'Europe, vous devez payer en euros. Si vous importez des États-Unis, vous devez payer en dollars. Si vous importez de la Chine, vous devez payer en yens, etc. Donc à partir de ce moment, la contrepartie de cette devise-là ne peut être confortable que si vous exportez suffisamment. Or, lorsqu'on regarde nos pays respectifs, on exporte essentiellement des matières brutes,
dont le prix et la valeur ne sont pas déterminés par nous. Ce qui veut dire que lorsque je vends du cacao et que je le vends en dollars par exemple, la valeur de ce dollar ne représente pas grand-chose à côté de ce que moi j'importe en dollars de l'autre côté. Et donc nous sommes structurellement déficitaires dans ces échanges avec les pays étrangers. Vu sous cet angle, problème de gouvernance, les Africains se posent bien la question, est-ce que ce n'est pas une forme d'endettement qu'on est en train de reprendre? Parce qu'il faut justement qu'ils soient à même de produire, de consommer. C'est nécessairement une forme d'endettement à partir du moment où le FMI ne fait pas de dons. Le FMI fait toujours des prêts. Et ces prêts-là, généralement, sont conditionnés par des orientations en termes de gouvernance et de choix de politique économique et financière à mettre en œuvre au sein de ces pays. La question, ce n'est pas tant est-ce qu'il faut passer de 30 à 100 milliards de DTS. La question, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que notre situation économique actuelle nous permet de générer suffisamment de devises pour payer nous-mêmes les importations dont nous avons besoin? Ça, c'est la première question. Et la réponse est évidente, c'est non. La deuxième question, c'est est-ce que nos économies aujourd'hui sont en capacité de prendre le relais pour produire localement ces biens et services-là? La réponse est en l'état actuel, non. Et c'est là où le sommet de Paris a un enjeu stratégique majeur. Ça nous ramène aux deux groupes de dirigeants dont nous parlions tout à l'heure. Le groupe piloté par le président de l'Union africaine, le Rwanda et le Ghana, défend que les pays africains doivent se mettre en ordre de bataille pour que désormais, ils puissent transformer localement leurs biens et services qu'ils consomment eux-mêmes. Ça va permettre sur la durée de régulariser de façon définitive ce déficit que nous subissons actuellement et d'empêcher que toutes les décennies, nous nous retrouvions en train de négocier avec le FMI pour essayer de stabiliser la situation. Le groupe d'en face, porté notamment par les dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest, défend davantage l'idée de l'aide. Ça veut dire qu'on doit continuer à nous appuyer de façon systématique et ça convient bien à la France parce que ça renforce sa position d'influence à tous les niveaux et ça permet à la France en même temps de garantir à ses industries, à elle et aux industries des pays partenaires européens des marchés pour leurs produits et services. Structurellement, on a l'impression que ce qui se passait à Paris, c'était un combat de géants. Vous avez d'un côté la France qui veut garder sa position habituelle, vous avez les États africains qui veulent rester dans l'aide, vous avez d'autres qui disent non, c'est le moment de produire et pouvoir nous positionner également. Est-ce que les besoins du petit peuple sont pris en compte dans le sommet de Paris? Oui, forcément. Quel que soit le niveau de décision, le point de départ, c'est toujours les besoins de la population. Maintenant, tout va dépendre de la capacité des dirigeants à intégrer sur le plan opérationnel ces solutions-là. Parce que lorsque vous avez une vision comme celle du président rwandais qui est convaincu de façon totale que ça peut se faire en Afrique, la transformation structurelle peut se faire, la production industrielle peut se faire, le schéma intellectuel est totalement différent parce qu'il va aborder la recherche des solutions en partant de l'approche locale. Alors que lorsque vous avez des présidents qui raisonnent plutôt en termes d'aide, ils considèrent leur population non pas comme un levier de production, mais un levier de consommation. C'est des gens qui consomment et qu'on doit aider plutôt que des gens qui produisent et qui nous apportent des ressources. Et vous voyez, c'est ça la différence fondamentale entre les visions qui sont en confrontation sur le continent africain actuellement. L'autre enjeu qui était évoqué, qui venait peut-être en deuxième position, c'est le Covid. On n'est pas totalement sorti du Covid, mais il y a la question du vaccin et ça a été longuement discuté en France. La France, comme d'habitude, se propose de nous apporter ce cadeau sous une autre forme. Mais est-ce que ce n'est pas vicieux?
Alors, vicieux, je dirais peut-être pas, mais ça rentre toujours dans ce que nous évoquions tout à l'heure, la stratégie d'influence de la France. Parce que nous sommes bien d'accord que si les Africains devaient attendre l'aide ou l'appui de la France face à la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, on est bien certain que ça aurait été l'hécatombe. Donc, je pense aujourd'hui que c'est aux Africains de mettre en avant les raisons objectives qui ont conduit à cette résilience face à la crise sanitaire Covid. Parce que, avec ou sans les vaccins, le fait est que l'Afrique a été plus résiliente. Maintenant, sur la question du vaccin, c'est sûr que c'est un sujet qui a des intérêts économiques et financiers qui dépassent la France elle-même. Alors, il y a un dernier point peut-être que je voulais évoquer, parce que parler effectivement de la relance économique, il est important de rappeler que d'un point de vue structurel, peut-être même idéologique, il y a deux courants de pensée qui sont en confrontation en Afrique. Le premier courant de pensée est porté justement par les institutions de Bretton Woods et les pays occidentaux, qui voudraient que structurellement les pays africains restent des pourvoyeurs en matières premières et des débouchés pour les produits finis transformés dans leurs pays respectifs. Et vous avez un deuxième courant qui est défendu par l'Union africaine et les organisations des Nations Unies qui promeut la transformation structurelle, c'est-à-dire la transformation locale des produits consommés par les Africains eux-mêmes. Et je pense que la leçon qu'il faut retenir lorsqu'on lit les résolutions de ce sommet-là, c'est que la transformation structurelle a été actée comme étant le modèle de développement à suivre par tous les pays africains. Monsieur Elundunga Eric, merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous reparlions du sommet de Paris qui était consacré à la relance économique en Afrique après le Covid-19. C'est un sommet qui a rassemblé de grands responsables pour discuter de cette question-là. Un sommet qui avait des enjeux importants. Nous avons essayé avec M. Lundu de parler, d'évoquer ces enjeux-là. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.